Mesdames et Messieurs, la Première ministre d'Islande. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir, un privilège pour moi de vous accueillir en Islande, au sommet de Reykjavik du Conseil de l'Europe. Depuis sa fondation, le Conseil d'Europe a servi comme organisation directrice fondamentale à ses membres pour faire progresser les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Sur le principe fondamental de l'égalité des droits de tous, quelles que soient les circonstances, reste une notion radicale pour quelques-uns. Il constitue la base de la Convention des droits de l'homme. L'Assemblée parlementaire, la Cour européenne des droits de l'homme, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, les représentations permanentes à Strasbourg, le secrétariat, nos institutions et nos missions se consacrent à cette mission fondamentale. Cependant, notre réunion ici n'est pas un moment de réjouissance. Elle se tient sous les sombres nuages de la guerre. L'agression de la Russie contre l'Ukraine est la plus grave attaque lancée contre la paix et la sécurité en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En su d'innombrables pertes dans les rangs armés, elle a provoqué des massacres, des viols et des meurtres de civils. Au peuple de l'Ukraine, au président Zelensky, je veux dire ceci. Nous avons un immense respect pour votre détermination à résister. Et nous continuerons à nous tenir à vos côtés, à en appeler à la Russie de retirer ses forces de l'Ukraine, ce qui serait le premier pas, la première étape menant à la fin de la guerre. Nous exigeons aussi que les responsabilités soient établies. Nous réclamons et exigeons une paix juste. Les victimes de la guerre ont le droit d'être entendues et n'être pas réduites à l'oubli. Cette guerre absurde sur notre continent enfreint toutes les valeurs autour desquelles nous nous sommes unis en fondant ce Conseil. C'est une atteinte grave à tous les principes qui font de l'Europe plus qu'un continent, une cause commune. Chers collègues, au cours des dernières années, nous avons constaté une multiplication des tentatives politiques visant à saper les valeurs fondamentales, à détourner les pratiques démocratiques, à affaiblir l'état de droit. La démocratie est mise à rude épreuve par différentes formes d'atteintes autoritaires. Nous faisons face à des réactions de rejet violentes, répandues contre les droits et les libertés des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des personnes LGBTI. N'oublions pas que le concept démocratique qui sous-tend la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que la Charte sociale européenne est celui de l'inclusion. Il exige que les droits et les intérêts de tous soient pris en compte, y inclut ceux des personnes les plus exposées aux violations de leurs droits fondamentaux. Le concept même de droit humain pour tous continue à être remis en cause, et sans une résistance farouche, des droits durement acquis peuvent disparaître en un instant ou dépérir en silence. C'est aussi un rappel. Un système politique démocratique n'est pas un dû. Il ne survivra que s'il est ancré dans la société, une société qui lui permet de prospérer. Le sommet de Reykjavik a 3 objectifs principaux. Tout d'abord, nous souhaitons réaffirmer notre soutien à l'Ukraine, adopter des mesures concrètes pour établir les responsabilités des crimes de guerre et renforcer le Conseil de l'Europe et son rôle en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme de premier plan. Deuxièmement, nous voulons renouveler, en termes généraux, notre engagement envers les valeurs démocratiques des droits humains sur lesquelles reposent nos sociétés et qui doivent être nourries et protégées. Et enfin, en prenant ce nouvel engagement envers nos valeurs, nous souhaitons répondre à des défis mondiaux impérieux. La crise climatique, la crise de la biodiversité frappe toutes les régions du monde. La hausse des températures provoque des catastrophes naturelles, l'insécurité alimentaire et hydrique, les perturbations économiques et les guerres. La croissance exponentielle de l'intelligence artificielle pose des questions graves quant à ses effets préjudiciables ainsi qu'à ses effets bénéfiques.
pose des questions sur la nature de la production de connaissances, le contrôle de l'information et, à terme, l'influence de l'intelligence artificielle sur la démocratie. Notre devoir est de faire de cette rencontre un engagement réel au plein sens du terme. Nous sommes ici pour aborder des problèmes qui supposent une action urgente. Saisissons cette occasion et tirons-en le plus grand parti. Pour conclure, j'espère que l'on se souviendra de ce sommet de Reykjavik comme d'un événement au cours desquels les dirigeants européens se sont tenus, solidaires aux côtés de l'Ukraine, que l'on s'en souviendra comme d'un lieu de réaffirmation des valeurs alors qu'il y a une époque de guerre et de recul démocratique, pour faire en sorte que notre cause commune, l'Europe, soit en mesure de réagir aux immenses défis qui nous attendent. Je déclare à présent officiellement l'ouverture du sommet de Reykjavik du Conseil de l'Europe. J'ai maintenant le très grand honneur d'accueillir notre intervenant suivant qui nous rejoint en direct de Kiev. Monsieur le Président Zelensky, vous avez la parole. Merci infiniment. Madame la Première ministre, chère Catherine, merci de m'avoir invitée à participer au sommet de notre Conseil de l'Europe et de votre désir sincère d'aider l'Ukraine. Chers dirigeants de l'Europe, aujourd'hui, l'Ukraine a traversé une dure épreuve, une attaque de frappe intense de missiles russes. Ce sont de tels défis qui doivent à présent être au cœur de notre attention. À 3 heures du matin, notre peuple s'est réveillé au bruit des explosions. 18 missiles russes de types différents ont traversé notre ciel, notamment des missiles balistiques, dont l'État terroriste s'est tant vanté. L'on nous a dit que de tels missiles sèmeraient une mort certaine, parce qu'ils sont prétendument impossibles à abattre. La Russie a simultanément utilisé des missiles balistiques, des missiles de croisière, des drones, pour qu'il soit particulièrement difficile pour notre défense antiaérienne de sauver des vies. Mais toutes les vies ont été protégées. Tous les missiles ont été abattus, même les missiles balistiques, à 100%. C'est un résultat historique. Merci à vous tous. La Russie essaye, par tous les moyens, d'améliorer sa capacité à tuer. Nous essayons, par tous les moyens, d'améliorer notre capacité à protéger notre peuple. Et je remercie tous les pays, tous les dirigeants qui nous aident à améliorer notre défense antiaérienne. Tous ensemble, nous montrons ce que cela veut dire pour nous 100% et ce que cela veut dire que la puissance du monde libre. Et je souhaite remercier chacun de nos soldats qui permet que ce travail et cette lutte soient menés dans nos cieux, sur notre territoire. Et je remercie tous les pays qui forment nos soldats dans le cadre de différentes missions de formation. Nous parviendrons tous à l'emporter grâce à eux tous, grâce à vous tous. Il y a 1 an de cela, nous ne pouvions pas abattre la plupart des missiles terroristes, notamment les missiles balistiques. Et à présent, je pose une question. Si nous sommes capables de le faire, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que nous ne puissions faire alors que nous sommes unis, résolus à protéger des vies? La réponse est que nous, qui nous tenons unis, nous nous déploierons à 100% sur tout terrain, dès lors que l'objectif est de protéger notre population, notre Europe. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Le territoire de l'Ukraine est grand et pour obtenir des résultats en matière de défense antiaérienne tels que ceux de la nuit dernière et de les obtenir partout dans le pays, nous allons avoir besoin de systèmes de défense antiaérienne supplémentaires et de missiles supplémentaires. Nous avons également besoin d'avions de chasse modernes sans lesquels il n'y a pas de système de défense antiaérienne parfait. Et je suis sûre que nous les obtiendrons. Il faut que ce 100% soit notre cible. Nous ne devons rien laisser, 0% à l'agresseur. Le succès à 100% de nos opérations de défense, il est garanti par les armes et par la formation de nos soldats. Et je remercie
tous ceux qui renforcent notre défense. Le succès à 100% des sanctions, il est garanti par l'honnêteté avec laquelle chaque politique d'État est menée. Et je suis reconnaissant à toutes celles et à tous ceux qui s'attellent à la lutte contre le terrorisme de cette façon, avec honnêteté. Un succès à 100% de notre formule de paix, il est garanti par la diplomatie. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui nous aident à unir le monde pour mettre en œuvre cette formule de paix, le seul plan de paix réaliste. Et bien sûr, 100% de justice rendue, car il ne saurait y avoir de paix sur laquelle s'appuyer sans justice. Et je remercie le Conseil de l'Europe, je remercie individuellement chacune et chacun d'entre vous de l'adoption de la décision sur le registre des dommages provoqués par l'agression russe. Cela nous rapproche de la création d'un mécanisme d'indemnisation à part entière et cela montrera au monde que l'agression, ça ne vaut même pas la peine d'y penser. Il devrait également y avoir un tribunal spécial compétent pour connaître du crime d'agression, de sorte que ceux dans la tête desquels cette terreur est née rendent compte de leurs actes. Et je suis sûre que nous obtiendrons ce résultat à 100%. L'Europe a attendu de tels moments, des moments où les dirigeants agiraient unis à 100% et obtiendraient 100% de résultats au nom de la protection de l'Europe, au nom de nos valeurs communes. Et enfin, c'est ce que nous sommes en train d'accomplir en ce moment même. L'Ukraine, l'Europe entière et toutes les personnes présentes à ce sommet et qui nous aident. Nous sommes Européens et donc nous sommes libres. Nous sommes Européens et donc pour nous la paix est inestimable. Nous sommes Européens, donc nous agissons mus par 100% de notre force lorsqu'il s'agit de protéger notre mode de vie. Qu'à jamais, ces règles soient celles de notre continent. Merci de votre soutien. Slava Ukraini, gloire à l'Europe tout entière. Thank you so much. Je vous remercie infiniment. Dear guests, the President of the French Republic. Mesdames et messieurs, le président de la République française. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Première ministre, chère Catherine, Madame la Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président du Conseil européen, Madame la Présidente de la Commission européenne, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. La cadence des sommets du Conseil de l'Europe le montre. Les 4 rencontres organisées en plus de 70 ans indiquent que notre rassemblement aujourd'hui intervient à un moment de bascule et d'inflexion pour notre continent. Aussi, je remercie la présidence islandaise d'avoir pris l'initiative de ce sommet. Merci Madame la Première ministre de nous accueillir à Reykjavik dans ce moment crucial où nous devons en effet porter nos efforts pour conserver ce qui nous lie face aux bouleversements géopolitiques mais aussi technologiques et anthropologiques qui secouent notre époque. Je suis venu ici exprimer la conviction partagée, je le sais, par chacun ici, que notre conception européenne de l'humanisme, fondée sur le droit et la liberté, est non seulement nécessaire, mais vivante et forte. Nous disposons d'autres enceintes pour échanger sur les conflits armés, sur les grands équilibres stratégiques, et la communauté politique européenne que nous avons fondée à Prague et qui nous réunira à nouveau à Chisinau est un lieu qui nous permet d'œuvrer pleinement à tout cela, mais un seul lieu nous permet d'agir pour la sécurité démocratique de notre continent, le Conseil de l'Europe. Il demeure la maison solide de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme pour les citoyens européens. Et il doit continuer à les protéger face aux nouvelles menaces, celles que le changement climatique fait peser sur la protection des droits de l'homme, comme celles qui accompagnent l'émergence d'un monde entièrement repensé par le numérique et de plus en plus par l'intelligence artificielle.
Et face à cette convergence des périls, je souhaite que notre Conseil continue de se concentrer sur sa mission de protection de la démocratie et des droits de l'homme. Cet espace de droit est aussi affermi parce que la Cour européenne des droits de l'homme, ferment d'une communauté juridique européenne, en constitue la clé de voûte. Dès lors, il est indispensable que ces arrêts soient appliqués sans exception et nous en prendrons l'engagement grâce à une déclaration et une feuille de route commune. Cet espace de droit peut et doit aussi continuer à travailler en bonne intelligence avec d'autres comme l'Union européenne. Cette complémentarité est évidente. Dans toutes ces missions, le Conseil sait pouvoir compter sur l'engagement de la France pour demeurer un pilier de la défense des libertés fondamentales. La République, pour nos concitoyens, garantit les droits et libertés. Nous avons ainsi fait avancer la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous continuerons d'œuvrer pour l'égalité, quel que soit le genre ou l'orientation sexuelle. Et nous déclinerons et continuerons d'agir avec force contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. La France est aussi déterminée à porter ce combat en dehors de nos frontières. Et il s'agit d'un axe majeur de notre politique de solidarité internationale. Nous portons ce combat pour nos valeurs au sein des enceintes multilatérales, que ce soit contre la peine de mort, en relançant en 2021 une initiative pour l'abolition universelle de celle-ci, en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes pour soutenir la ratification de la Convention d'Istanbul, ou encore pour les droits LGBT+, et en particulier la dépénalisation de l'homosexualité. Nous le redirons haut et fort demain à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie et la biphobie. Notre communauté européenne de valeurs est forte, enfin, de ce que 70 ans de dialogue et d'œuvres juridiques ont accompli. Une institution incarnant la réconciliation, à laquelle fait écho la ville symbole de Strasbourg où siège le Conseil, incarnant la conversation perpétuelle des pensées et du multilinguisme, avec entre autres la langue française au cœur de son système, incarnant l'union des peuples européens au-delà des blessures de nos guerres. Et c'est sans doute parce qu'il a été pensé comme le remède à la guerre et aux périls autoritaires, sans doute aussi parce qu'il est fort de cet héritage que le Conseil de l'Europe s'est montré à la hauteur du moment et de l'histoire. En effet, le Conseil de l'Europe a réagi rapidement et fermement à l'agression de l'Ukraine. La Russie avait choisi souverainement de rejoindre notre institution, au même titre que l'Ukraine. Le Conseil a ainsi incarné la possibilité d'une autre voie, celle du dialogue entre ces deux pays. Et si la Russie a pris de son seul fait la décision d'agresser l'Ukraine, dès lors le Conseil a mis la Russie face à ses responsabilités en l'excluant dès le 16 mars 2022, à raison. Dès le début de la guerre aussi, le Conseil s'est mobilisé pour soutenir l'Ukraine et l'aider à documenter les exactions commises par la Russie. Je pense au bombardement d'infrastructures civiles, aux viols utilisés comme arme de guerre, aux meurtres, à la torture généralisée, aux déportations d'enfants ukrainiens. À l'occasion de ce sommet, le Conseil montre de nouveau la voie aux côtés des victimes de l'agression en créant aujourd'hui un registre international des dommages causés par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. J'appelle tous les États à y adhérer et à contribuer activement à son élaboration. Notre Conseil s'est aussi mobilisé en faveur des enfants ukrainiens, ceux qui ont cherché la sécurité sur nos territoires, à qui nous devons protection et assistance, ceux qui ont été déportés, enlevés, arrachés à leur foyer, à leurs proches, livrés à des inconnus. Les transferts forcés d'enfants sont des crimes de guerre et généralisés peuvent constituer des crimes contre l'humanité. La Russie doit rendre ses enfants à l'Ukraine et elle doit le faire immédiatement. C'est pourquoi je le redis devant vous et je sais que vous partagez cet engagement. Nous continuerons à apporter notre soutien indéfectible à l'Ukraine, membre de notre famille démocratique européenne, autant qu'il le faudra. L'expertise technique reconnue du Conseil en matière juridique et institutionnelle soutiendra ainsi la résilience de l'Ukraine.
Nous le savons, l'Ukraine a également besoin d'un appui financier. La Banque de développement du Conseil de l'Europe dispose d'un positionnement unique pour aider le pays et pour financer la reconstruction d'écoles, d'hôpitaux, de maternités en Ukraine. Je propose que nous puissions lancer un grand projet pour qu'elle puisse au plus vite intervenir et appuyer l'installation d'une centaine de centres de santé mentale en Ukraine pour venir en aide à tous ceux qui subissent au quotidien les lourds traumatismes que cause ce violent conflit et comme l'ont demandé les Ukrainiennes et Ukrainiens eux-mêmes. La Banque pourra ainsi se porter également auprès des autres États de la région qui doivent faire face aux pressions déstabilisatrices de la Russie et ont accueilli des milliers de réfugiés. Le Conseil de l'Europe, nous le voyons, a devant lui les périls du siècle. Rien ne doit entamer notre optimisme lucide, ni notre détermination, nous, grande famille démocratique européenne. C'est ici et ensemble que nous continuerons à défendre la liberté d'expression, les élections libres, les médias libres, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, que nous continuerons à soutenir sans relâche les Ukrainiennes et les Ukrainiens et que nous ferons grandir la dignité humaine en éradiquant la torture ou les traitements dégradants, que nous combattrons dans le monde entier la peine de mort. En un mot, nous serons toujours ensemble et résolus pour défendre l'humanisme européen pour nous et pour tous ceux qui entendent cet appel universel. Je vous remercie. Dear guests, the Federal Chancellor of Germany. Le chancelier fédéral de l'Allemagne. Chers collègues, mesdames et messieurs, lors de la séance d'ouverture de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe par l'ancien président du Conseil français Édouard Herriot en août 1949, les blessures de la Seconde Guerre mondiale ne s'étaient pas encore refermées. Édouard Herriot évoqua le droit du poing et également le culte de la force qui, partant de l'Allemagne, avait réduit notre continent en cendres. Édouard Herriot et les autres pères fondateurs du Conseil de l'Europe savaient d'autant plus clairement ce qu'ils entendaient opposer à l'avenir à ce non-droit du poing. La force du droit, au-delà des frontières politiques et culturelles. La conviction que le pouvoir doit être assorti de règles et de lois. Et la promesse que toutes les citoyennes et tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Édouard Herriot et sa génération le savaient pour l'avoir vécu. Il existe un lien inextricable entre l'état de droit, la démocratie et la protection des droits de l'homme à l'échelle nationale d'un côté et la coexistence pacifique à l'échelle internationale de l'autre. Si l'Allemagne avait pu infliger cette guerre à l'Europe et au reste du monde, c'est parce qu'auparavant le régime national socialiste s'était employé à réduire à néant la démocratie, la séparation des pouvoirs et les droits de l'homme en Allemagne. Une fois ce lien clairement établi, on comprend aisément que le Conseil de l'Europe est aujourd'hui plus important que jamais. Le 24 février de l'an dernier, la Russie a attaqué l'Ukraine pour conquérir des territoires et pour déplacer les frontières par la force. Il était donc juste et absolument inévitable d'exclure la Russie du Conseil de l'Europe. Et c'est à juste titre que la coopération entre le Conseil de l'Europe et le Bélarus a également été suspendue suite au soutien apporté par le régime de Minsk à cette guerre d'agression. Et pour que les choses soient bien claires, si la Russie a choisi de prendre une voie antidémocratique et autoritaire, cela ne doit en rien jeter le discrédit sur le Conseil de l'Europe. Bien au contraire, cela montre qu'à l'avenir, nous devrons prendre encore plus au sérieux nos règles communes, que nous devons les concevoir comme un système d'alerte précoce pour le maintien de la paix en Europe. Concrètement, cela signifie la chose suivante. Premièrement, chacun de nos
pays doit remplir ses obligations en tant que membre du Conseil de l'Europe, sans exception aucune. Parmi ces obligations, il y a l'application systématique et par tous des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Tout ce qui pourrait apparaître comme une défaite devant la Cour de Strasbourg doit en réalité être interprété comme une victoire pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et cela partout en Europe et grâce à la fonction exemplaire de la Cour, souvent même partout dans le monde. Le Conseil de l'Europe a souvent joué un rôle de pionnier lorsqu'il s'est agi de préparer nos démocraties, nos États de droit aux défis de demain. Il doit le rester. Par exemple, en matière de protection des droits humains à l'ère numérique ou encore du droit à un environnement sain. Mon second point porte sur les enseignements que nous devons, en tant que Conseil de l'Europe, tirer de l'attaque de la Russie contre l'ordre pacifique en Europe. Et en premier lieu, il convient d'assister l'Ukraine de toutes nos forces dans son projet démocratique et européen, dans sa défense contre l'agression de la Russie, dans la consolidation de l'état de droit, en matière de reconstruction, par le biais, par exemple, de la Banque de développement du Conseil de l'Europe également, et grâce à un renforcement de ses capacités dans le judiciaire. Le Conseil de l'Europe est également essentiel pour pouvoir punir les crimes de guerre commis par les forces d'occupation russes et pour demander des comptes à la Russie suite aux dommages considérables qu'elle inflige jour après jour à l'Ukraine. Le registre des dommages dont nous voulons ici à Reykjavik décider ensemble de la mise en place jouera dans ce contexte un rôle essentiel. L'un des enseignements du changement d'air que j'ai souvent évoqué, c'est que nous devons faire avancer le processus d'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine, mais aussi bien entendu des États des Balkans occidentaux, de la Moldavie et à terme également de la Géorgie. Dans ce contexte également, le rôle du Conseil de l'Europe sera essentiel, entre autres grâce à la grande expertise de la Commission de Venise. Et enfin, le Conseil de l'Europe doit veiller à ce que la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit s'établissent partout en Europe. Vu d'aujourd'hui, cela peut nous sembler inimaginable ou inenvisageable pour la Russie et le Bélarus. Mais un jour, cette guerre de la Russie prendra fin. Et une chose est certaine, elle ne se terminera pas par une victoire de l'impérialisme à la Poutine, car nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle obtienne une paix juste. Et en attendant ce jour, en tant que Conseil de l'Europe, nous devons établir des passerelles avec des représentants et des représentants d'une autre Russie, d'un autre Bélarus, dans la perspective d'un avenir démocratique et pacifique pour ces deux pays, aussi improbable que cela puisse nous sembler aujourd'hui. Cela correspond à l'idée fondatrice du Conseil de l'Europe, selon laquelle la liberté, la démocratie et l'état de droit à l'intérieur vont de pair avec la paix vers l'extérieur. Et cela correspond également à notre ambition, celle de garantir la liberté et la paix partout sur notre continent pour chaque citoyenne et chaque citoyen. Je vous remercie. Dear guests, the President of the Council. Chers invités, la présidente du Conseil des ministres de la République italienne. Buon pomeriggio. Bonjour à tous. Je voudrais avant tout remercier la Première ministre et le gouvernement islandais pour leur hospitalité et surtout pour la détermination avec laquelle ils ont travaillé afin que ce sommet du Conseil de l'Europe puisse se tenir. L'idée est née à Turin, sous présidence italienne du Comité des ministres. Et bien entendu, je salue la secrétaire générale, les présidents et les premiers ministres ici présents et vous tous. 18 années se sont passées depuis le dernier sommet qui s'est tenu à Varsovie. Et depuis, le contexte géopolitique a énormément changé. L'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine
a fait vaciller beaucoup de nos certitudes, des certitudes sur lesquelles nous nous reposions peut-être un petit peu trop naïvement pendant trop longtemps. Et il est juste qu'un acte aussi grave soit condamné ici même par le Conseil de l'Europe, la maison de tous les Européens, construite dans l'objectif d'éviter que ne se répètent les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Donc construit pour défendre la démocratie et les droits des États sans lesquels nous ne pouvons pas défendre les droits des hommes. Le peuple ukrainien, avec sa réaction héroïque à l'invasion, ne défend pas seulement sa patrie. Il défend également les valeurs fondatrices de l'identité européenne, la liberté, la démocratie, la justice, l'égalité entre tous. Si l'Ukraine avait capitulé en quelques jours, comme certains le pensaient, aujourd'hui, nous vivrions tous dans un monde marqué par beaucoup plus d'insécurité. Nous ne vivrions pas dans une réalité de paix. Et il y a une propagande terrible qui est diffusée par Moscou. Et en fait, nous ne vivrions pas dans un monde de droit, mais dans un monde régi par la force. Ce n'est pas un monde qui nous convient. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite m'adresser au président Zelensky et lui dire que l'ensemble de l'Europe et tout le monde libre vous sont redevables. Et le président Zelensky, encore une fois, nous a remerciés à de nombreuses reprises parce que nous aidons l'Ukraine. Mais moi, ce que je voudrais dire au président Zelensky, c'est que c'est nous qui sommes redevables à l'Ukraine parce que l'Ukraine, avec sa détermination, a fait comprendre au monde entier à quel point il est difficile de faire plier un peuple libre. Et donc, nous jouerons notre rôle pour garantir à l'Ukraine un avenir dans la liberté, dans l'intégrité et dans la démocratie, un avenir qu'elle mérite, l'avenir européen qu'elle mérite. Et c'est la raison pour laquelle l'Italie a adhéré à l'accord pour établir un registre des dommages, pour qu'il n'y ait pas d'impunité. Et c'est pour ça que je suis ici, pour montrer l'engagement de l'Italie pour défendre le droit international, pour rappeler les valeurs fondamentales de notre identité commune européenne. Et ici, on part du principe fondamental dont découlent tous les autres, à savoir que l'être humain est au centre de nos préoccupations, le respect de chaque être humain, le respect de son unicité sacrée. Et cela, c'est une valeur que nous devons protéger aujourd'hui sur de nombreux fronts, devant les anciens défis faits de violence et de vexation, mais aussi devant les nouveaux défis de notre époque. La science, la technologie évoluent à un rythme très rapide. Je pense au génie génétique, à l'intelligence artificielle, aux questions bioéthiques. Je pense aux risques que nous prendrons si nous considérions ces domaines comme des zones où il n'y a pas de règles qui s'appliquent. On risque un progrès dont l'objet ne serait plus de renforcer les capacités humaines, mais un progrès où les capacités humaines seraient remplacées dans un monde de plus en plus dominé par les inégalités, par la concentration des pouvoirs et des richesses dans les mains d'un petit groupe. Donc, un monde d'inégalité n'est pas un monde démocratique, et donc ce n'est pas un monde européen. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons défendre encore plus la dignité humaine dans tout contexte, car c'est cela, l'Europe, une forteresse de valeurs construite au fil des millénaires, notre véritable force face à la violence des tyrans, mais aussi devant les nouvelles menaces que connaissent nos sociétés. En 1949, 10 nations, dont l'Italie, ont fondé le Conseil de l'Europe, une décision née de la conviction que la protection des valeurs fondamentales de liberté, de démocratie et de dignité humaine constitue le fondement pour un avenir prospère
partagée en Europe et pour une Europe pacifique. Aujourd'hui, nous sommes 46 au sein du Conseil de l'Europe. Nous sommes ici réunis à Reykjavik pour rappeler de toute notre force que notre mission est aujourd'hui plus actuelle et plus urgente que jamais. Je vous remercie. Dear guests, Mesdames et Messieurs, le Premier ministre du Royaume-Uni. Prenant la parole devant une foule immense massée dans les rues de Strasbourg en 1949, Winston Churchill, l'un des pères fondateurs de ce conseil, a évoqué le génie de l'Europe. Il parlait de ce qui permet à notre continent d'engranger tant de succès. Les valeurs que sont la liberté, la démocratie, l'état de droit. Cet esprit qui ne cesse de se manifester, dont nous avons été les témoins encore et encore, et qui a poussé Václav Havel à diffuser ses messages de liberté durant la répression du printemps de Prague. Cet esprit qui a fait chuter le mur de Berlin et qui mène l'Ukraine à défendre sa souveraineté avec tant de courage, qui nous inspire à nous tenir à ses côtés. Le Conseil de l'Europe a nourri cet esprit 3/4 de siècle durant. Et aujourd'hui, il doit le nourrir encore. Car aujourd'hui, se dresse devant nous la plus grande menace pour la démocratie et l'état de droit que notre continent ait connu depuis la période qui a précédé la signature du traité de Londres. Alors que la Russie mène une guerre d'agression sur le sol européen et que la Chine va s'imposant, le monde devient toujours plus incertain, instable. Nos valeurs sont de plus en plus souvent remises en cause. C'est maintenant qu'il faut réagir. Les démocraties comme les nôtres doivent forger leur résilience pour que, par notre coopération, par notre engagement, nous puissions toujours l'emporter sur ceux qui nourrissent l'instabilité. C'est la raison pour laquelle nous travaillons si étroitement avec nos pays partout en Europe dans le cadre du G7, de l'OTAN, de la force expéditionnaire conjointe, de la communauté politique européenne et dans le cadre d'une tonalité bienvenue, une nouvelle tonalité dans le cadre de nos relations avec l'Union européenne. Chers amis, nous avons quitté l'Union européenne, mais nous n'avons pas quitté l'Europe. Nous restons une fière nation européenne. Et nous devons travailler ensemble pour défendre les valeurs qui nous sont si chères. Le Conseil de l'Europe, avec son immense portée, a un rôle si décisif à jouer. Il faut que nous réfléchissions à la façon pour ce Conseil de réagir à la situation contemporaine. Nous avons montré beaucoup de résolutions lorsque nous avons expulsé la Russie l'année dernière. Nous avons pris une décision, nous avons agi de façon décisive ensemble, quelques jours à peine après l'invasion. Traitons avec le même élan les questions que nous devons maintenant traiter. Et depuis cette salle, envoyons un message haut et clair. Nous nous tiendrons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. La Russie devra rendre compte des crimes de guerre atroces qui ont été commis. Et nous devons aussi apprendre la leçon que nous enseigne cette guerre. Nous devons être prêts à affronter les menaces qui visent nos sociétés avant qu'elles deviennent insurmontables. Cela suppose que nous agissions dans le domaine de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Et cela veut dire aussi qu'il faut lutter contre la migration illégale. Le sens moral appelle clairement l'action. Nous ne pouvons observer sans agir, tandis que des gangs criminels exploitent la détresse humaine. La migration illégale exploite les personnes les plus vulnérables. Et le risque qu'il ne laisse aucune place à ceux qui présentent une vraie demande d'asile. Cela met à l'épreuve la confiance que nos citoyens placent non seulement en nos frontières nationales, mais aussi en le système international. Et c'est pour cela que nous sommes déjà si nombreux à agir à l'échelle nationale. Et c'est pour cela que nous devons faire plus encore pour coopérer entre pays, entre juridictions, pour mettre un terme à la migration illégale et pour arrêter les bateaux. Le Conseil joue d'ores et déjà un rôle décisif, mais j'appelle instamment les dirigeants à réfléchir à la façon d'aller plus loin encore, car nous savons ce que nous pouvons accomplir tous ensemble.
J'en veux pour preuve l'extraordinaire héritage que nous transmet ce Conseil, la protection des droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort en Europe, le soutien à la liberté des médias, la défense et la promotion de la démocratie en Europe centrale et orientale après la guerre froide. Puisons du courage dans cet héritage et continuons à être à la hauteur des défis qui surgissent devant nous, fidèles à nos valeurs immuables et convaincus, comme Churchill l'a ensuite dit à la foule rassemblée à Strasbourg, que les dangers qui nous menacent sont grands, mais grande aussi est notre force. Je vous remercie. Dear guests, the President of the Republic of Poland. Chers invités, le président de la République de Pologne. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Conseil de l'Europe a été fondé à un moment très spécial, et cela dans un objectif très concret. C'était une époque où le monde entier, et l'Europe en particulier, tentaient juste de surmonter les horreurs de la guerre. Le vieux monde avait été mis à feu et à sang par l'impérialisme et par les égoïsmes nationaux. Il se caractérisait entre autres par un manque de respect des libertés des citoyens, de la valeur de la vie humaine, de l'état de droit et de la démocratie. Le Conseil de l'Europe a été mis en place pour défendre justement ces valeurs. Ces valeurs qui nous unissent et qui sont le fondement de notre communauté unique. Et cela, nous devons le garder à l'esprit lorsque nous ouvrirons nos débats aujourd'hui. Nous sommes une communauté de valeurs et c'est notre devoir que de les défendre. Mesdames et messieurs, les sommets du Conseil de l'Europe ne se tiennent pas chaque année, ils ne se tiennent pas non plus régulièrement. Ils se tiennent lors de moments cruciaux et historiques qui appellent une réflexion approfondie sur les valeurs qui sous-tendent notre organisation. Et le premier sommet à Vienne s'est tenu en 1993, au mois d'octobre 1993, juste après la chute du rideau de fer. Et le troisième sommet s'est tenu à Varsovie en 2005, juste après la grande vague d'élargissement de l'Union européenne. Donc, des moments d'importance stratégique pour l'avenir de l'Europe. Et il en va de même aujourd'hui. Malheureusement, le sommet à Reykjavik se tient à l'heure où les valeurs démocratiques sont la cible de la plus grande attaque depuis la chute des régimes totalitaires sur le vieux continent. Avec son invasion de l'Ukraine, la Russie ne veut pas seulement détruire un pays. Elle veut tout simplement réviser toutes les valeurs qui sont la base du Conseil de l'Europe. N'oublions pas que le plan de Vladimir Poutine inclut plus largement la construction d'un ordre différent. Un ordre qui repose sur des valeurs qui sont contraires aux nôtres. Dans un tel monde, la démocratie devient un concept vide de sens. Tout ce qui importe, c'est la force à l'état pur. Les droits de l'homme ne sont plus qu'une façade et chaque citoyen peut être condamné à des dizaines d'années de colonies pénitentiaires ou être tué pour n'importe quelle raison. Nous devons tous en être pleinement conscients. Lors de sommets précédents, nos pays ont discuté de la direction que devait prendre l'évolution de notre organisation après les triomphes spectaculaires de notre démocratie. Aujourd'hui, nous nous rassemblons à un moment critique lorsque la Russie, membre du Conseil de l'Europe il y a encore un an, avec son vassal Loukachenko, attaque l'ensemble du monde libre.
Nous ne devons pas le permettre. Nous devons être encore plus forts et encore plus unis. Profitons de ce moment pour renforcer notre identité et notre unité. Nous avons l'occasion de l'exprimer aujourd'hui au début de nos débats. C'est la raison pour laquelle la déclaration que nous allons adopter ici à Reykjavik est si cruciale. Elle confirme d'abord notre responsabilité conjointe et notre détermination à appuyer l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Tout aussi important, il y aura la décision de mettre en place le registre des dommages causés à l'Ukraine par l'agression de la Russie. C'est une étape importante pour que ceux qui sont responsables de crimes commis en Ukraine répondent de leurs actes. Il ne peut pas y avoir d'impunité. Il est important d'apporter une indemnisation aux victimes. C'est également une condition préalable à toute paix et stabilité pour l'avenir. Mesdames et messieurs, en conclusion, permettez-moi les paroles que j'ai déjà prononcées à de nombreuses occasions. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui verse son sang et qui sacrifie des vies au nom des valeurs qui sous-tendent notre identité. Nous autres, le monde libre, nous devons être plus déterminés que jamais à appuyer l'Ukraine dans ce combat. En l'absence d'un tel soutien, toutes nos déclarations resteront vides de sens. Je vous remercie. Dear guests, the President of the Mesdames et Messieurs, la présidente de la Commission européenne. Madame la Première ministre, chère Catherine, tout d'abord, un immense merci de nous accueillir dans cette ville vivante, enjouée, qui est Reykjavik. Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les premiers ministres, Madame la secrétaire générale, chers collègues, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, la guerre est de retour en Europe. Mais pour de nombreux Ukrainiens, ce conflit a commencé il y a déjà près de 10 ans. Il a commencé lorsque des manifestants pacifiques qui ne faisaient qu'agiter des drapeaux européens dans la place de Maïdan ont été abattus par des snipers. Il a commencé au moment de la première invasion de la Russie, l'invasion de la Crimée du Donbass en 2014. La lauréate du prix Sakharov, Alexandra Matvichuk, est l'une de ces Ukrainiens. Il y a déjà 10 ans de cela, elle a commencé à consigner et décrire les violations des droits de l'homme perpétrées par le régime russe et les troupes russes. Elle a passé d'innombrables nuits blanches à écouter les victimes et leurs proches. Alexandra et ses amis du Centre pour les libertés civiles de l'Ukraine n'ont jamais cessé de lutter pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour une Ukraine libre et indépendante. Pour plus de 10 longues années, et c'est pour cela qu'ils ont reçu le prix Nobel de la paix. Alors que nous sommes réunis ici, en Islande, permettez-moi de citer Alexandra, qui a dit « C'est pour arrêter le cheminement de l'Ukraine vers une vraie démocratie que la Russie l'a envahie. Poutine n'a pas peur de l'OTAN, il a peur de la démocratie. C'est une guerre de valeurs. La Russie se bat contre les valeurs qui sont l'emblème de l'Europe et l'Europe doit assumer ses responsabilités. » Fin de citation. Comme elle a raison. L'Ukraine se bat pour ces valeurs en lesquelles nous croyons et qui nous sont si chères. Et je suis si reconnaissante de voir que nous sommes unis pour protéger la paix et pour promouvoir la démocratie, car c'est la raison même de la création du Conseil de l'Europe. Et c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui.
Tandis que la Russie fait la guerre à la démocratie même, l'Europe est unie, l'Europe se lève aux côtés de l'Ukraine. Telle est notre mission et notre engagement. À juste titre, le peuple ukrainien exige l'établissement des responsabilités pour les crimes de guerre de la Russie, le bombardement des foyers civils, les exécutions faites de sang-froid, l'enlèvement des enfants du sein de leur famille. Plus de 19 000 enfants ont été enlevés à leurs familles, des familles déchirées. Voilà sur quoi devrait se pencher ce sommet qui se tient en Islande. C'est pour cela que nous sommes ici, pour discuter de ces questions. C'est important pour les Ukrainiens aujourd'hui, car cette perspective de l'établissement des responsabilités peut d'ores et déjà dissuader des soldats russes de perpétrer de nouveaux crimes de guerre. Mais cela est aussi important pour l'avenir. Car seule la justice peut être le socle d'une paix durable en Ukraine. Une paix juste. Mesdames et messieurs, depuis la création du Conseil de l'Europe, notre continent s'est lancé dans une grande aventure menant à la démocratie. Nous n'avons pas seulement reconstruit nos villes, mais aussi les fondations morales de l'Europe. Nous avons placé la liberté, l'égalité et la solidarité au cœur de nos sociétés. Notre aventure s'est poursuivie alors que des pays européens toujours plus nombreux passaient de la dictature à la démocratie. Et cette aventure se poursuit aujourd'hui encore. Elle se poursuit dans nos pays à chaque fois que les droits humains, que l'état de droit sont en péril. Elle se poursuit en Ukraine et partout où les gens descendent dans les rues en brandissant le drapeau de nos valeurs communes. Aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement envers ces valeurs. Nous ferons tout ce qui est possible pour que l'Ukraine l'emporte et emporte la paix, une paix juste. Et rien ne fera fait qui concerne l'Ukraine sans l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle nous soutenons fermement la formule de paix de l'Ukraine. La formule de paix de l'Ukraine est le fondement de leur chemin vers la paix. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à nous tous à nous associer lors de ce sommet à cette formule de paix. En ces temps d'épreuve, il est si important que nous unissions nos forces. Les Ukrainiens luttent pour la démocratie et pour la liberté. C'est notre lutte commune. Nous serons à leur côté aussi longtemps qu'il le faudra. Slava Ukraini, longue vie à l'Europe. Dear guests, Mesdames et messieurs, la secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Premiers ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, lorsque le Conseil de l'Europe a été créé, c'était au lendemain d'une guerre mondiale dévastatrice. Les fondateurs de notre organisation étaient déterminés qu'une telle violence soit reléguée au passé, que la paix soit fondée sur une plus grande unité des États membres. Depuis 1949, notre organisation a créé un espace juridique commun où s'applique la Convention européenne des droits de l'homme et où une Cour l'a fait respecter au bénéfice
de chaque citoyen. Dans l'histoire de l'humanité, aucun continent n'a jamais construit quoi que ce soit de comparable. Mais la poursuite de ce projet requiert de toute urgence votre attention. L'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine est le point final terrible de la rupture de ce pays avec les valeurs et les normes européennes. Ce sommet fait partie de notre réponse. L'on peut répondre à la spirale vertigineuse de la Russie en relevant l'Europe et en garantissant qu'il y aura paix et sécurité démocratique. Cette paix, cette sécurité qui s'instaure lorsque les droits sont respectés. Ainsi, je vous invite à renouveler votre engagement envers les valeurs et les normes de l'organisation, non pas seulement par des mots, mais par des actes. Mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme, exécution inconditionnelle des arrêts définitifs rendus par la Cour, appui à l'Ukraine, établissement des responsabilités pour le crime perpétré par la Russie en adoptant le registre des dommages, lutte et réaction face à l'enlèvement épouvantable des enfants ukrainiens par la Russie, vous pouvez agir pour inverser le processus de recul de la démocratie. Et vous pouvez appliquer nos normes immuables à ces défis contemporains que sont l'intelligence artificielle et les effets du changement climatique. Mesdames et messieurs, l'Europe est face à un choix. Que nos normes défaillent et l'Europe repartira dans le chaos. Ou investissons à nouveau dans ce qui nous a apporté tant de bénéfices. Le moment est venu de fixer ce cap pour le bénéfice de tous les Européens. Особиста історія, наприклад, з Радою Європи почалася в 2013 році, коли я вперше побувала на їхньому навчанні. І для мене це був інший рівень взаємодії між людьми. І якщо ви можете робити цю молодіжну роботу, робіть. Якщо ви транслюєте якісь речі ціннісні і важливі, то якщо ви будете займатися цією молодіжною роботою, є варіант, що ви зможете вплинути і покращити якість життя цих молодих людей. Dear guests, pianist Víkingur Heiðar Ólafsson. Your Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi que d'être parmi vous aujourd'hui pour jouer un morceau très spécial, un morceau qui a uni le peuple islandais par les temps plus difficiles et par des temps heureux. Un morceau écrit il y a 100 ans par l'un des premiers compositeurs islandais. Un morceau, comme tout grand art, n'appartient pas à une nation, mais à toutes les nations. C'est un Ave Maria, une prière. Et aujourd'hui, nous dédions ce morceau au peuple ukrainien, une prière islandaise pour la paix et pour la justice en Europe. Je vous remercie.
Thank you, Víkingur. I think every Icelander cries. Merci, je crois que chaque Islandais pleure lorsqu'il entend ce beau morceau. Chers collègues, merci pour vos interventions. Merci à tous d'être ici à Reykjavik pour que ce moment soit un moment chargé de sens pour l'avenir de l'Europe. Et maintenant, nous allons entamer nos travaux. Je vous remercie.